Effectivement, qui soutiennent Marine Le Pen en toutes circonstances et quelles que soient les modalités de ce soutien. Moi, vous savez, depuis le début, nous avons dit quel que soit le candidat du Rassemblement national à l'élection présidentielle, nous serons en campagne avec un objectif avec Jean-Luc Mélenchon, c'est de le battre. Bon, il y a une décision de justice qui a été prise hier en appel. Il faut rappeler quand même s'il y a un pourvoi désormais en cassation, que Mme Le Pen a quand même dorénavant été condamnée à 2 reprises par 2 tribunaux différents. Manuel Bompard fait une nouvelle fois parler de lui, face à un plateau qui semble beaucoup plus préoccupé par la défense de Marine Le Pen que par les faits qui lui sont reprochés. Le coordinateur de la France insoumise ne recule pas d'1 millimètre. Condamnation, détournement de fonds publics, bracelet électronique, sondage et contradiction du Rassemblement national. Bompard remet chaque élément au centre du débat. Pendant que certains journalistes tentent de minimiser la gravité de la situation ou de transformer Marine Le Pen en victime, il rappelle que 2 décisions de justice ont déjà été rendues et que le discours sécuritaire de l'extrême droite se retourne aujourd'hui contre elle. Si vous aimez ce contenu et que vous voulez rester au courant de tout ce qui se passe, abonnez-vous et laissez un pouce bleu. Votre soutien m'aide à continuer de créer ce type de vidéos. On commence avec la contradiction explosive entre le programme répressif de Marine Le Pen et sa propre situation judiciaire. Qu'elle est désormais présumée innocente puisqu'elle se pourvoit en cassation. Ah bah il y a un pourvoi qui suspend ces condamnations, mais ça ne les annule pas. Ces condamnations sont là. Il y a donc 2 tribunaux différents qui considèrent qu'elle s'est rendue coupable de détournement de fonds publics avec un préjudice estimé hier par le tribunal à hauteur de 3 millions d'euros. Donc on ne parle pas d'une petite broutille. Donc c'est quand même une accusation et une condamnation qui est une condamnation grave. Et on ne peut pas ne pas remarquer qu'il y a quand même une forme de paradoxe et de contradiction avec les déclarations qui étaient celles de Marine Le Pen et des dirigeants du Rassemblement national ces dernières années, dénonçant une justice trop laxiste, qu'il fallait avoir des peines plus dures, qu'il fallait pas d'aménagement de peine. Elle était contre le bracelet électronique. Et ça, on y reviendra, mais Manuel Bompard, voyez, on voit les si images. Madame Le Pen était au pouvoir, aujourd'hui, elle serait peut-être derrière les barreaux. Hein. Quand on voit les images, malgré ces contradictions... Vous dites ça? Non, mais attendez. Si elle était au pouvoir, elle pourrait pas être derrière les barreaux. Non, je veux dire que si son programme avait été mis en œuvre, Ah oui, c'est-à-dire pas d'aménagement de peine, une justice plus dure que ce qu'elle est aujourd'hui, eh ben aujourd'hui, Madame Le Pen, elle serait sans doute pas en capacité d'être à la flèche ce matin pour faire sa campagne. Et pourtant, quand on voit les images, malgré les contradictions, malgré cette condamnation par la Cour d'appel, on le voit là, finalement, ces sympathisants s'en fichent. C'est sympa. Mais d'abord, ça, vous le verrez, Madame. Non, mais est-ce que ça vous surprend quand même? J'ai du mal effectivement à comprendre comment on peut avoir pendant des années soutenu un parti qui se présentait comme étant un parti anti-système, qui disait main propre. Hein, c'était ça le slogan du Rassemblement national, et ne pas comprendre aujourd'hui que manifestement Madame Le Pen est plus que jamais une candidate du système. Le contre-champ, Julie et Manuel Bompard, quand même, c'était des marines présidentes. C'était aussi des manifestants qui se sont donné rendez-vous à l'appel des insoumis notamment. Est-ce que il y avait des insoumis, oui. Des insoumis, des écologistes, ils n'étaient pas des centaines, mais ils ont réussi à perturber ce déplacement qui a dû être en partie écourté. Est-ce que vous soutenez et vous soutiendrez toutes ces initiatives à venir manifester pour contrarier des déplacements de Marine Le Pen? Est-ce que, de votre point de vue, cette campagne va être perturbée à chaque fois et vous appelez vos militants à venir perturber ces déplacements? Moi, ce que je vous dis, c'est qu'évidemment que je soutiens les citoyens qui viennent exprimer. D'abord, je rappelle qu'il y a une liberté de manifestation. Vous les soutenez et vous les appelez à continuer à faire cela? Mais en l'occurrence, là, c'est pas moi qui les ai appelés à se mobiliser. Et justement, je ne veux pas tomber dans le piège de Madame Le Pen qui essaye de faire croire que si des gens sont venus exprimer leur colère vis-à-vis de la présence de Madame Le Pen ce matin à la Flèche, c'était à l'appel de la France Insoumise. C'était absolument pas le cas. C'était des initiatives qui sont des initiatives spontanées et que j'approuve absolument. Mais les drapeaux Vous étaient là. approuvez? Non, mais Les évidemment, Alors, je les vous savez approuve. quoi, Mais vous savez attendez. Quand Madame Le Pen essaye de faire croire que c'est de la violence de venir manifester son opposition et de venir avec des casseroles, c'est de ça dont elle a peur, Madame Le Pen, des casseroles pour lui rappeler que désormais, elle a été condamnée à 2 reprises et que s'il y a un pourvoi en cassation, c'est une délinquante. On va la il y a regarder, des gens, vous ils ont savez le droit quoi d'aller lui dire que c'est une délinquante quand même. Voilà le paradoxe que le plateau tente visiblement de contourner. Pendant des années, Marine Le Pen a réclamé une justice plus dure, moins d'aménagement de peine et davantage de sévérité. Mais aujourd'hui que ces principes risquent de la concerner personnellement, le discours change complètement. Manuel Bompard rappelle aussi que manifester avec des casseroles n'est pas une violence. C'est un droit démocratique et les citoyens sont libres d'exprimer leur colère face à une candidate déjà condamnée à 2 reprises. Mais les journalistes ne vont pas en rester là. Dans la suite, ils vont contester chaque mot utilisé par Bompard et tenter de lui donner une véritable leçon de droit pour défendre Marine Le Pen.
La tension va monter d'un cran lorsqu'il va les accuser clairement de se transformer en avocat de la candidate du Rassemblement national. Vous soutenez tous ces slogans, Le Pen en prison, on a pu entendre Le Pen délinquante aussi. C'est factuel, madame. Quand vous êtes condamné à 2 reprises parce que 2 tribunaux avec des compositions différentes ont considéré que vous avez détourné des fonds publics à hauteur de plus de 3 millions d'euros de préjudice, ça oui, madame. Mais elle n'a pas le droit de se pourvoir, et donc les gens ont le droit de dire que madame Le Pen est une mais délinquante. elle n'a pas le droit de se pourvoir en cassation. Elle a absolument le droit de se pourvoir en cassation, mais son pourvoi en cassation n'annule pas le fait qu'il y a eu 2 condamnations par 2 tribunaux différents. Elle reste présumée innocente. Absolument, mais il y a eu 2 condamnations, et ces 2 condamnations, elles sont toujours là. Et je vous rappelle que la Cour de cassation, quand elle a jugé, elle juge sur la procédure judiciaire, et elle ne juge pas sur les faits. Oui, mais donc, pardon, donc vous dites, alors pardon Yves, je vous donne le micro, mais vous dites 2 choses qui me semblent contradictoires. Vous dites oui, elle est présumée innocente, mais oui, c'est une délinquante. Ah ben, je pense que c'est une délinquante, oui, parce qu'elle a manifestement, selon ce que disent les tribunaux, violé la loi, c'est-à-dire qu'elle n'a pas respecté et qu'elle a détourné des fonds publics. Mais vous reconnaissez sa présomption d'innocence? Mais c'est le système judiciaire tel qu'il est aujourd'hui. Donc, mais attendez, attention, la Cour de cassation, elle suspend des condamnations, elle ne les annule pas. Est-ce que si d'aventure, la Cour de cassation eh bien, casse effectivement l'arrêt de la Cour d'appel. Mais il y aura un autre jugement dans ce cas-là. Il y aura un autre jugement et ça revoyait. Elle sera toujours une délinquante. Ah bah je ne crois pas du tout que non, alors ça tient pas. Mais si, ça tient, arrêtez. Quand une cour de si vous voulez faire l'avocat de Madame Le Pen, faites l'avocat de Madame Le Pen. Je ne fais pas l'avocat de Madame Le Pen, mais j'ai... Regardez, je vais vous dire pourquoi ça marche pas. Ce qui m'ennuie, vous savez pas ce que je vais dire. Si, je sais très bien ce que vous allez dire. C'est l'interprétation à géométrie variable de la justice. La justice a plusieurs degrés de juridiction. La Cour de cassation est l'ultime d'entre eux. Et cette Cour de cassation, quand elle casse un arrêt de cour d'appel, par définition, cet arrêt n'est plus valable. N'est plus valable. Et donc, ça veut dire, en pénal, ça veut dire que l'accusé est rendu vierge de toute condamnation et lavé de toute poursuite. Donc, il y a quelque chose quand même qui, dans le discours politique, qui n'est pas seulement chez vous, qui est vrai dans tous les partis politiques, c'est que... Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une défiance vis-à-vis des Français, vis-à-vis de la politique et de la justice. C'est que les discours varient en fonction des intérêts des uns et des autres. Mon discours ne varie absolument pas. Je respecte l'intégralité de la procédure judiciaire jusqu'à son terme. Mais je vous dis, monsieur Tréhard, qu'on se reparle avec grand plaisir au lendemain du jugement de la Cour de cassation. Et vous verrez l'arrêt de la Cour de cassation. Et vous verrez que je pourrai dire à nouveau que Madame Le Pen est une délinquante. Vous sauriez... Alors attendez. Et d'ailleurs... Monsieur Tréhard, si vous avez été attentif et que vous avez bien entendu ce qu'a dit Monsieur Bardella ce matin à côté de Madame Le Pen à la Flèche, il a utilisé cette expression très intéressante et assez novatrice d'ailleurs. Il a dit je suis soulagé que le tribunal ait reconnu notre innocence partielle. Alors moi je ne sais pas ce que c'est l'innocence partielle. Soit on est innocent, soit on est coupable. Quand Monsieur Bardella dit que le tribunal a reconnu son innocence partielle, en vérité il vient de dire que le tribunal avait reconnu sa culpabilité totale. Vous voyez, et ça c'est pas Manuel Bompard qui le dit, c'est Jordan Bardella. Vous avez noté aussi l'inflexion ou le changement de stratégie durant l'appel de Marine Le Pen, qui a reconnu à la marge des erreurs, des appréciations qui n'ont pas été les bonnes. Elle a dit si c'était à refaire, on ne le referait pas. Bon. Donc là aussi, de ce point de vue-là, c'est peut-être ce qui correspond au propos de Jordan Bardella aujourd'hui, cette innocence partielle. En tout cas, je considère plutôt que ça s'appelle un aveu de culpabilité. Et en l'occurrence, pardonnez-moi, vous pouvez... Moi, après, je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur, je ne vais pas aller commenter l'ensemble des pièces du dossier. Mais vous pouvez prendre le problème par tous les bouts et essayer de m'expliquer que c'est légal d'utiliser les fonds du Parlement européen pour payer le majordome de Jean-Marie Le Pen. Donc, vous pouvez le prendre par tous les bouts que vous voulez, vous y arriverez. Donc, est-ce que vous auriez préféré qu'elle soit empêchée par la justice? Mais non, moi je vous ai dit depuis le début, et je vais même vous dire, et d'ailleurs on a parfois été attaqué pour ça, c'est votre adversaire préféré. Non, attendez, lors de la décision en première instance, nous avions dit à l'époque, et certains, y compris à gauche, nous l'ont reproché. Nous avons dit, nous, dans notre conception de la justice, il y a des voies de recours, et il faut qu'il puisse y avoir des voies de recours avant que Mme Le Pen soit définitivement inéligible. C'est ce que nous avions dit à l'époque. Sauf que Monsieur Tréhard... Non, pas du tout. Sauf que Monsieur Tréhard, à l'heure où on se parle aujourd'hui, la voie de recours, elle a existé. Il y a eu un jugement en appel. Donc Mme Le Pen ne peut plus dire aujourd'hui, il y a un seul jugement qui m'a rendu en la cassation est un recours aussi. Évidemment, mais à quel moment vous avez l'impression que je renonce au fait que la cassation est un recours? Et y compris, je vais vous dire, ce débat, il est très théorique là entre nous. Parce que qu'est-ce qu'on a appris cet après-midi? Oui, qu'elle pourrait se prononcer au plus tard. Et ça, on y reviendra. On y reviendra. Donc en fait, on sera fixé sur le sujet. Soit la Cour de cassation
validera le jugement de la Cour d'appel. Et dans ce cas-là, Madame Le Pen fera campagne avec un bracelet électronique, contrairement à l'engagement qu'elle avait pris devant les Françaises et les Français. Et donc, elle leur aura menti, en plus de les avoir volés. On va y revenir un peu plus tard. Soit la Cour de cassation casse la décision d'appel. Et renvoie devant une... Et alors, c'est la décision de première instance qui s'applique. Et donc, elle la Cour de cassation... Non. Si, mais... non, alors là, j'ai vérifié. Et, attendez, il y a un débat juridique. Non, il n'y a pas un débat juridique. Si, absolument. Eh bien, écoutez, j'ai pris des rapports de tous les avocats qui sont allés en cassation avec cet argument-là. Cet argument-là tombe. Il n'existe pas. Celui que vous voulez, on revient au jugement de première instance. Mais vous oubliez quelque chose qui s'appelle l'exécution provisoire, monsieur Traire, dans votre raisonnement. Non, la Cour de cassation qui pourrait se prononcer effectivement au plus tard, dit-elle, début avril 2027, donc un peu avant le premier tour fixé au 18 avril. On va y revenir un petit peu plus tard. D'abord, on a un sondage qui mesure l'impact de cette décision de la Cour d'appel sur l'opinion. Sondage Elab pour BFM TV, Samy Saxi, que disent ces sondages? Absolument, Julie. Plusieurs enseignements importants ce soir. D'abord, un chiffre qui est assez parlant finalement du climat actuel. 42% des Français, vous le voyez, considèrent finalement que la séquence que l'on vient de vivre, à savoir la décision de justice, mais également la volonté pour Marine Le Pen de se maintenir, n'aura pas d'impact sur la dynamique électorale. Autre chiffre très intéressant, les Français sont d'accord avec cette phrase, vous savez qu'elle a prononcée hier lors de son interview au 20h. Marine Le Pen, voici ce qu'elle affirmait: les Français seront juges, ils auront la liberté de choisir. Vous savez, 74% des Français qui sont d'accord avec Marine Le Pen. En revanche, dans ce contexte, 6 Français sur 10 désapprouvent la décision de Marine Le Pen de se présenter à l'élection présidentielle. Et si on va un peu plus loin, dans le camp même du Rassemblement national, vous avez 32% des électeurs du RN, ce n'est pas majoritaire, mais c'est quand même un chiffre important, qui considèrent qu'elle a tort de se présenter. Mais 68% quand même qui approuvent sa décision. Absolument. Mais ce tiers d'électeurs du RN, ce n'est pas négligeable. Donc, il y a un chiffre qui marque, c'est est-ce qu'elle a raison de se présenter à la présidentielle? Quand on demande aux Français dans leur globalité, 59% disent non. Mais il y a un autre sondage qui m'a interpellé, un sondage commandé par votre journal, Yves Tréhard, qui lui alors dit quelque chose d'assez fort. Marine Le Pen est à son plus haut niveau depuis cette décision de justice. Que dit votre sondage? Alors, c'est un sondage qui a été réalisé par l'IFOP Fiducial pour Le Figaro, effectivement, et qui a été réalisé après son intervention télévisée d'hier. Je donne le tableau parce que c'est important. Ce sondage montre qu'elle aurait 36% d'intention de vote, elle serait en progression de 4 points par rapport à il y a peu près 15 jours, et que du coup, elle dépasserait, elle ferait jeu égal, mais dépasserait même Jordan Bardella. Elle ferait oublier Jordan Bardella. Ce qui est quand même très intéressant, parce que c'est un sondage qui montre que finalement, et d'ailleurs même quand elle était embringuée dans ses ennuis judiciaires avant même la décision de la Cour d'appel, qui est quand même beaucoup plus favorable, il faut le souligner, que la décision de première instance, elle n'a jamais vraiment chuté dans les sondages. Elle a été dépassée par Jordan Bardella. Il y avait un phénomène probablement de jeunesse, de nouveauté, de découverte vis-à-vis de ce jeune homme, d'ailleurs qui reste très élevé, attention. Mais Marine Le Pen n'a jamais décroché, et elle reste à un très bon niveau. À son plus haut niveau, donc. C'est un sondage aussi qui montre que 36%. 36% d'intention de vote, et qui montre aussi que face au deuxième tour à tous ses adversaires, elle gagnerait haut la main, 70 contre 30% face à Monsieur Mélenchon. Ce qui vous rappelle quand même 25 ans d'écart. C'était le contraire quand Jacques Chirac était face à un certain Jean-Marie Le Pen, à 10 points près, puisque c'était plutôt... Il y en a 80 élections et l'autre qu'un sondage. 80. Manuel Bompard, légère différence. Je vous l'accorde. Ça vous fait peur quand même? De quoi? Ces sondages très élevés, même après une décision aussi grave concernant Marine Le Pen. Non, parce que
Moi, j'ai toujours souvenir, on a déjà eu l'occasion à plusieurs reprises d'en parler, y compris avec M. Tréhard, vous savez, 1 an avant l'élection présidentielle de 2022. Il y avait des sondages qui mettaient Mme Le Pen à plus de 30% des voix au premier tour de l'élection présidentielle, et Jean-Luc Mélenchon autour de 10% des voix. Donc en fait, il y avait 20 points d'écart. Là, dans les sondages dont vous êtes en train de parler, il y a 20 points d'écart. Monsieur Mélenchon est à 15% en hausse, de 3 points. En progression par rapport aux vagues précédentes de ce même institut de sondage. Bien sûr, il faut toujours comparer au 6%. Bon. En gros, dans la même marge d'écart qu'il y avait la dernière fois, au début de la campagne dans les sondages. Bon. Le soir du vote, du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, il y avait 1 point d'écart. Donc, que les choses soient claires, que tout le monde comprenne. Il y avait 20 points d'écart dans les sondages 1 an avant, il y avait 1 point d'écart le jour du vote. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les sondages 1 an avant ne prédisent pas le résultat de l'élection présidentielle. Et ça veut dire, et j'en profite, que si de nombreuses personnes s'engagent dans la campagne autour de Jean-Luc Mélenchon, autour du programme. C'est ça, j'allais dire, la gauche depuis est quand même très divisée. Vous comptez sur quoi? Sur le ralliement du Parti communiste et des écologistes? Mais je compte d'abord sur Madame, je vais répondre à votre question, mais je compte d'abord sur la mobilisation populaire, sur la mobilisation citoyenne, sur des gens qui s'engagent dans cette campagne. Et vous le savez, depuis que Jean-Luc Mélenchon a lancé sa candidature à l'élection présidentielle, il y a 330 000 personnes qui ont signé en soutien de Jean-Luc Mélenchon. Et pas une signature avec un mail comme ça. Un mail, un téléphone, on valide sa signature. Aucune autre force politique aujourd'hui, aucune autre candidature dispose d'une telle base de soutien. Et bien cette base de soutien, maintenant, elle va se déployer pour convaincre, tout simplement. J'entends votre démonstration, Madame Montpart, mais du coup, ce que vous nous dites, c'est que de votre point de vue, ces photographies, ces enquêtes d'opinion à un moment T, qu'il faut prendre telles qu'elles sont, mais n'ont absolument aucune valeur. Parce que, quand même, reconnaissez que quand ils vous sont favorables, quand vous notez une dynamique, là, vous les relevez. C'est M. Tréhard qui l'a relevé, la dynamique, c'est pas moi. Oui, je suis certain de vos militants, soutiens et élus qui l'ont relevé sur leur compte et leurs réseaux sociaux. Je vais répondre sans mauvaise foi, moi, vous savez, de manière très franche. Les sondages ont un rôle très important dans la démocratie. Et vous les regardez, vous concédez que vous les regardez de près. Ils produisent une réalité. Ils fabriquent une réalité. Ils reflètent aussi une réalité, non? Je ne le crois absolument pas. Je crois qu'ils fabriquent une réalité. Donc à partir du moment où ils fabriquent une réalité, quand ils nous mettent en progression, bah oui, j'encourage le fait de montrer qu'il y a une dynamique autour de notre candidature. Je le rejette absolument pas. Comparaison n'est pas raison, mais en comparaison de 2022, en 2022, Madame Le Pen n'est pas avec des ennuis, enfin ne se présente pas avec des ennuis judiciaires comme aujourd'hui. Là, la particularité de ce sondage, comme d'autres sondages d'ailleurs, c'est que Madame Le Pen est quand même plombée, si vous me permettez l'expression, par des ennuis judiciaires qui sont assez graves, des condamnations qui ont été prononcées, et néanmoins, elle fait une course en tête comme jamais. Après, M. Tréhard, reconnaissait que le lendemain de la décision, c'est peut-être un peu tôt pour tirer des conclusions définitives. Moi, je ne suis pas certain, mais nous le verrons, je n'ai pas de conviction absolue sur ce sujet, je ne suis pas certain que des électrices et des électeurs qui peuvent être, à mon avis à tort évidemment, tentés par le programme du Rassemblement national, ne se rendent pas compte dans les prochains jours de la contradiction qu'il y a à voter pour un parti qui prétend renforcer l'ordre, la sécurité, que la justice soit plus sévère, et de voter pour une candidate qui pourrait rentrer à l'Élysée avec un bracelet électronique à la cheville. En l'état, ça n'a pas l'air de les embêter plus que ça. En l'état, mais laissez le temps avec les gens de réfléchir aussi. En revanche, il est temps de réfléchir à vos angles d'attaque. Est-ce que votre angle d'attaque face au Rassemblement national, ça sera simplement Marine Le Pen délinquante? Absolument pas. Et d'ailleurs, encore une fois, moi j'ai toujours dit, nous on ne compte pas sur les tribunaux pour battre Marine Le Pen ou le Rassemblement national. Moi je compte sur une campagne électorale. Et il y a une question qui a été posée dans votre sondage, je suis d'ailleurs étonné que la réponse n'ait pas été 100%. C'est est-ce que les Français sont libres de leur choix? Oui, les Français sont libres de leur choix. Et donc, une campagne, elle doit permettre de convaincre davantage de personnes que les autres candidats. Et pour ça, moi, mon angle d'attaque principal, il n'est pas contre l'un, contre l'autre, c'est défendre un programme, madame. Ça ne sera pas lui renvoyer à son profil, et je vous cite, de délinquante, ou de ce que disent vos militants, de voleuse, ou est-ce que vous irez à un moment donné sur le programme? Mais madame, elle l'est. Je veux dire, c'est factuel de mon point de vue. Bon, maintenant, nous avons toujours fait campagne
Je rappelle qu'elle est présumée innocente. Oui, mais je l'ai dit moi-même, madame. Vos mots, oui. Il n'y a pas de problème sur ça. Attends, on va pas réouvrir ce débat. Maintenant, nous, on a toujours fait campagne sur un programme. Et pourquoi? Parce qu'il faut d'abord parler aux Françaises et aux Français qui sont confrontés aujourd'hui à des difficultés majeures. Donc, mon angle d'attaque principal, c'est le suivant, madame. Votez Jean-Luc Mélenchon et vous aurez l'augmentation du SMIC. Votez Jean-Luc Mélenchon et vous ramenez la retraite à 60 ans. Votez Jean-Luc Mélenchon et vous ferez la planification écologique et la bifurcation écologique. Votez Jean-Luc Mélenchon et vous ferez la 6e République par l'Assemblée constituante. Votez Jean-Luc Mélenchon et vous aurez la sécurité sociale intégrale pour être mieux protégé si vous êtes malade. Voilà, c'est sur ça que moi je veux convaincre. Et vous avez du mal à attaquer le programme de Marine Le Pen, je trouve. Moi. Ah bon? Alors oui, c'est celui que vous attaquez le moins. Ah bah si vous voulez, on en parle une fois à la pause parce que j'entends la petite musique là. Les sondages sont présentés comme si l'élection était déjà terminée. Marine Le Pen serait intouchable. Jean-Luc Mélenchon serait condamné à perdre et la campagne ne servirait presque plus à rien. Manuel Bompard rappelle pourtant ce qui s'est passé en 2022. Un an avant le scrutin, les mêmes enquêtes annonçaient près de 20 points d'écart. Le jour du premier tour, il n'en restait presque plus qu'un. Il refuse donc de laisser les instituts de sondage choisir à la place des citoyens. Son objectif n'est pas d'attendre qu'un tribunal élimine Marine Le Pen, mais de la battre politiquement avec un programme clair. Augmentation du salaire minimum, retraite à 60 ans, planification écologique, 6e République et sécurité sociale intégrale. Faire réagir au communiqué très attendu de la Cour de cassation. La Cour de cassation qui pourrait se prononcer, je cite, au plus tard, début avril 2027. On rappelle que le premier tour de la présidentielle, c'est le 18 avril. Donc, elle se prononcera avant la présidentielle. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce calendrier choisi par la Cour de cassation? D'abord, je veux dire qu'il ne m'appartient évidemment pas et que ce n'est pas vraiment une surprise. Parce qu'avant la décision en appel, il était déjà indiqué que la Cour de cassation, s'il devait y avoir cassation, siégerait sans doute avant l'élection présidentielle. On parlait à l'époque du mois de décembre de cette année. Si la question de l'inéligibilité était toujours à trancher, ce qui n'est plus le cas puisque... Ça, c'était pas forcément précisé. Ça, c'est... Si c'est ce que disait le premier président de la Cour de cassation. Absolument. Ici même, là, en l'occurrence, en l'espèce, l'arrêt d'hier purge oui, mais en moyenne, l'inéligibilité et c'est 15 mois. Si donc vous avez regardé, madame, un peu précisément, en moyenne, les durées de cassation, on est souvent entre 6 et 8 mois. Plus. C'est plutôt 12-18. 10, 12, 18 mois. En moyenne, je crois que c'est plutôt 8. Mais vous vérifierez si vous voulez bien les infos, parce que ça dépend peut-être des rubriques qu'on regarde. Mais en gros, on n'est pas dans un calendrier qui est un calendrier particulièrement, même si c'était 10 mois, même si c'était 10 mois, on arriverait globalement dans les délais qui sont donnés par... Donc en fait... non, mais parce que c'est quand même assez curieux, c'est-à-dire le Rassemblement national, qui, après la condamnation en première instance, exigeait quasiment que la Cour de cassation se réunisse, le cas échéant avant l'élection présidentielle, maintenant prie et supplie la Cour de cassation de se réunir après l'élection présidentielle. Pourquoi? Parce que Madame Le Pen voudrait pouvoir être protégée par l'immunité présidentielle. Elle veut enjamber la présidentielle. Il y aura dans le mémoire des avocats à la Cour de cassation qui va être déposé, il y aura évidemment un tas de contestations de procédure sur l'arrêt de la Cour d'appel, comme toujours, qui pourront sans doute, durer beaucoup plus de temps, parce que contrairement, elle ne va pas se décider avant le début du mois d'avril. Elle pourrait se décider avant le début du mois d'avril. Et la Cour se prononcerait au plus tard début avril. Est susceptible d'évoluer en fonction des facteurs procéduraux. Donc ils anticipent des actions des conseils et avocats de Marine Le Pen. C'est le jeu. C'est ça que vous dites aussi. Enfin, pardonnez-moi, dès qu'il y a un recours en cassation, il y a toujours des avocats qui font des pièces. Ça ne sera pas nouveau. Et c'est généralement inclus dans le délai moyen des recours en cassation. Est-ce qu'elle n'est pas en train, Manuel Bompard, de remporter son pari? C'est-à-dire, si c'est le cas, si la Cour de cassation rend son arrêté fin mars, début avril, elle aura fait toute sa campagne sans bracelet électronique. Non, pas toute sa campagne sans bracelet électronique, puisque si ça doit être le cas, on va rentrer un peu dans le détail. Il y a donc deux possibilités, le cas échéant. Une possibilité qui est que la Cour de cassation valide la décision d'appel. Et dans ce cas-là, Madame Le Pen, dans les derniers jours ou les dernières semaines de l'élection présidentielle, serait condamnée définitivement et aurait un bracelet électronique aux chevilles. Je sais pas, pendant le débat de l'élection présidentielle, c'est quand même un peu bizarre. Ça se voit pas beaucoup, le bracelet. Sur le perron de l'Élysée, elle pourrait quand même être un peu plus. Oui, mais avec un pantalon, ça va. Mais bon, Monsieur Traore, vous faites ce que vous voulez. Si ça vous dérange pas que... En fait, traditionnellement, en France, ces dernières années, ce qui était assez choquant, c'est souvent on avait des présidents de la République qui étaient condamnés après leur mandat.
Bon, bah là, Mme Le Pen, elle invente l'idée d'une candidate qui, avant même, et j'espère qu'elle ne sera jamais élue présidente de la République, est condamnée avant même. Mais elle aura eu le temps de convaincre ses électeurs, voilà, jusqu'à l'élection. Ben, mais ça, après, les gens décideront, si vous voulez. Mais si ça vous choque pas, ou alors est-ce qu'il faudrait être président de la République avec un bracelet électronique, c'est votre choix. Mais attendez, il y a quand même une deuxième hypothèse que tout le monde a l'air de vouloir écarter. Et là, peut-être vous allez me contester d'un point de vue juridique, Monsieur Tréhard, mais qu'est-ce qui se passe si la Cour de cassation casse la décision d'appel? Elle est renvoyée devant une autre... Et en attendant? En attendant, elle est élue et elle va à l'élection présidentielle. Ah bon? Et le jugement en exécution provisoire en première instance? Ça, il y a des interprétations différentes et vous le savez bien. Des interprétations différentes, c'est pas la même chose que ce que dit M. Tréhard. Non, il est tombé. Non, il n'y a pas d'interprétation différente. Il y a un débat juridique. Quelques juristes qui disent ça se trompent. Ah bah oui, mais ça c'est vous qui l'avez décidé, mais vous n'êtes pas plus juriste que moi. Est-ce qu'il ne faudrait pas... Mais juste, ça met quand même en danger la campagne présidentielle. Mais si on élargit juste, Emmanuel Bompard, si on élargit juste la focale... Oui. Cette campagne va se dérouler, vous dites que vous aurez des choses à proposer, et vous les proposez déjà. Bien sûr. Mais va être quand même sous le sceau de sursaut, justement, peut-être judiciaire. Est-ce que vous dites, comme un certain Gabriel Attal ce matin, que finalement, elle prend en otage cette campagne présidentielle et que Marine Le Pen reprend la rhétorique de Donald Trump? Écoutez, Gabriel Attal, il utilise ces mots. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je trouve que Mme Le Pen, par cette décision de forcer en quelque sorte sa candidature à l'élection présidentielle, contrairement à ce qu'elle avait dit elle-même, parce qu'elle avait dit s'il y a une hypothèse que j'ai un bracelet électronique, je ne serai pas candidate à l'élection présidentielle, et elle avait dit elle-même je ne vais pas faire recours en cassation, ou il ne faut pas qu'il y ait de recours en cassation, parce que en gros ça sera trop dangereux que le jugement ait lieu quelques semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle. Donc Mme Le Pen, elle fait peser une épée de Damoclès sur cette élection présidentielle. Or, il me semble que dans cette élection, on a besoin d'un débat qui nous permette de trancher entre les grandes questions qui sont posées. Et sa situation judiciaire ne permet pas d'avoir ce débat? Alors, si vous voulez ma conviction sur ce sujet, je pense que Mme Le Pen, elle a surtout fait la démonstration qu'elle avait absolument pas confiance en M. Bardella pour pouvoir la remplacer. Ah, pour vous, c'est ça que ça veut dire? C'est qu'elle n'avait pas confiance en Jordan Bardella? Sinon, elle n'aurait pas pris ce risque-là. Et je comprends qu'elle n'ait pas confiance en M. Bardella. Moi, à sa place, j'aurais pas eu confiance non plus donc en M. Bardella. Donc elle a eu raison. Elle a eu raison alors de se maintenir. Ah bah pour ses intérêts à elle. Mais moi, en fait, je combats le Rassemblement national. Donc moi, en fait... Oui, mais vous avez l'air de dire, c'est normal qu'elle lui fasse pas confiance parce que clairement, il n'a pas le niveau. Ça, c'est vous qui avez utilisé ce terme-là. Mais c'est un peu ce que vous avez l'air de me dire. J'observe que s'il y avait eu un plan B d'une grande qualité aux yeux de Mme Le Pen, sans doute qu'elle n'aurait pas pris le risque de se retrouver paralysée au milieu de la campagne présidentielle par une décision judiciaire. Est-ce qu'il a le niveau pour être Premier ministre? Ah, je ne le crois absolument pas. Oui. Mais c'est pas moi qui décide s'il y a une élection. Quels sont ses défauts? Parce qu'en dehors du fait qu'il ne pense pas comme vous, pourquoi il ne pourrait pas être Premier ministre? Parce que M. Bardella, de mon point de vue, porte des orientations politiques, programmatiques qui sont très très dangereuses pour le pays. Et que Plus que Mme Le Pen? Ah non, à peu près au même point, mais Mme Le Pen a davantage d'expérience, est un peu plus habile, un peu plus maligne, elle arrive un peu mieux à camoufler ses véritables intentions. Peut-être que Mme Le Pen n'aurait pas fait l'erreur, par exemple, d'aller se prendre en photo en tribune du Grand Prix de Formule 1 de Monaco avec une coupe de champagne. Vous voyez, il dit que c'est du coca. Oui, plus habile et plus... Ou du coca, mais l'image où peut-être que Mme Le Pen cache un peu plus... Mais donc ses attraits pour cette extrême droite qui devient de plus en plus le parti de la bourgeoisie, des ultra-riches. Elle le camoufle mieux. Mais le fond ne change pas. Elle est plus dangereuse pour vous? C'est-à-dire? Parce qu'elle est plus expérimentée, qu'elle fait moins de bourdes. Elle a des avantages et des inconvénients. Parmi les inconvénients, c'est sans doute qu'elle soit plus habile que M. Bardella. Parmi les avantages, c'est quand même qu'elle a démontré à de multiples reprises qu'elle est quand même liée à la longue tradition historique du Rassemblement national, y compris d'un point de vue familial, et que je pense que les Françaises et les Français, de mon point de vue en tout cas, ne veulent pas élire un président de la République issu de cette tradition familiale. Jordan Bardella était-il plus prenable, finalement que Marine Le Pen? Mais chacun a ses avantages et ses inconvénients dans la compétition qui nous engage. Et encore une fois, vous pouvez me demander de choisir entre les deux, mais c'est pas moi qui choisis. Et c'est normal, c'est pas moi qui choisis. Donc nous, on prend l'adversaire qu'on a devant nous, quel qu'il soit. Et je pense que l'un comme l'autre, nous pouvons les battre. En tout cas, c'est ça notre objectif. Compte tenu de la faiblesse de la droite aujourd'hui, est-ce que vous considérez que Marine Le Pen, tout comme Jordan Bardella d'ailleurs, incarne la droite aujourd'hui en France? Ah bah, si on entend par droite ce qui a longtemps existé en France, qui est une droite plus républicaine,
avec laquelle, évidemment, on avait des désaccords et des oppositions frontales, mais qui était quand même attachée à un certain nombre de principes. Principe de respect de l'état de droit, principe de positionnement de la France sur la scène internationale, y compris une forme d'indépendance de la France, à la droite telle que le général de Gaulle, par exemple, l'imaginait, y compris dans son rapport à d'autres puissances, où on considérait que la France devait quand même être un pays qui était un pays indépendant. De ce point de vue-là, mon sentiment, c'est que cette droite républicaine a globalement assez disparu en France. Et si vous voulez une illustration de ça, regardez le vote qui a eu lieu hier à l'Assemblée nationale sur ce qu'on appelle la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, qui était une proposition sur laquelle même M. Darmanin, aujourd'hui ministre de la Justice, quand il était interrogé sur ce sujet en 2022, disait non mais ça c'est une proposition du Rassemblement national et historiquement de Jean-Marie Le Pen, et donc évidemment il ne peut pas en être question pour nous. Donc il y a une dérive, ça c'est certain, et c'est la raison pour laquelle moi j'appelle qu'il y a un sursaut républicain. Et ce sursaut républicain, aujourd'hui, je pense que c'est la candidature de Jean-Luc Mélenchon qui l'incarne, de respect de l'état de droit, de respect de nos grands principes, de respect de nos libertés. Jean-Luc Mélenchon qui fait peur aussi à une partie de l'électorat. Ça dépend à qui, madame. Si il faut faire... Enfin, moi que monsieur Bolloré ait peur de l'arrivée au pouvoir de Jean-Luc Mélenchon parce qu'il a l'intention de démanteler son empire médiatique, je comprends qu'il ait raison et ça ne me déplaît pas qu'il ait peur. Qu'il y ait un certain nombre de personnes en France qui accumulent des richesses qui sont des richesses absolument exubérantes et que ça se fasse sur le dos du plus grand nombre, mais et qu'ils aient peur de l'arrivée au pouvoir de Jean-Luc Mélenchon, qu'on va leur demander de partager. Les personnalités que vous citez, Manuel Bompard. Et d'ailleurs, il reste en troisième position dans les sondages. Il est entre 13 et 15%, quand un dernier sondage donne Marine Le Pen à 36%. Oui, mais si vous voulez, on recommence la discussion sur les sondages qu'on a eu tout à l'heure. Mais après, le problème, c'est que dans un an, on va se reparler. Je vais être obligé de faire la démonstration que, à nouveau, vous vous êtes trompé parce que vous avez continué à faire confiance à des sondages qui se trompent à chaque fois. Par rapport à ce que vous dites, c'est intéressant. Vous parlez justement du programme économique et tout. Mais Marine Le Pen et le Rassemblement national sont pour la taxation des surprofits, comme vous. Pour la taxation, Ah bon mais bien sûr. Ah bah non, monsieur Tréhard. Écoutez, qu'est-ce qu'ils ont voté à l'Assemblée nationale dans le cadre du budget? Je vous donne des exemples, si vous voulez. Comme vous. Ils ont voté une augmentation des dépenses publiques. Ils ont voté une augmentation des dépenses publiques importante. Monsieur Tréhard, je vous ai connu plus précis. Je le suis. Alors, on va essayer de l'être tous les deux. Quand il y a eu un vote sur la taxe dite Zuckman à l'Assemblée nationale, le Rassemblement national n'a pas voté. Quand il y a eu un taxe pour supprimer ce qu'on appelle la flat tax, c'est-à-dire pour établir l'imposition sur le capital de manière progressive, c'est-à-dire plus on verse de dividendes, plus on paye d'impôts. Alors qu'il l'avait voté initialement, dans la première partie de la mandature. Le Rassemblement national s'y est opposé. Quand il y a eu le débat sur est-ce qu'on va taxer les super profits des pétroliers au moment où le détroit d'Ormuz étant tellement bloqué que les prix du pétrole avaient augmenté de manière significative. Là, c'est difficile de savoir quelle était leur position. Madame Le Pen disait plutôt oui, Monsieur Bardella disait absolument pas. La France est partie. Mais c'est elle qui décide. Oui, maintenant c'est elle qui décide, là, c'est sûr. Président du parti. Et finalement l'a emporté. C'est elle la candidate. On va voir. Et là, vous avez l'air de savoir quel va être le programme du Rassemblement national sur ce sujet. Vous savez sur les retraites, on va en parler du programme du Rassemblement national. C'est pas comme nous, monsieur Tréhard, s'il vous plaît. Mais je veux bien, si vous savez, vous, quelle est la position du Rassemblement national sur les retraites, je veux bien que vous me le disiez. Justement, vous savez quoi On va faire rentrer notre prochain invité, Jean-Philippe Tanguy. Vous lui poserez la question. Justement, alors restez juste un instant quand même. Posez-lui la question. Député Rassemblement national de la Somme et membre de la Commission des Finances. Posez-lui directement la question. Il est à côté de vous. Il est à côté de vous. Posez-lui directement la question. Est-ce que vous voulez toujours... Bonsoir, monsieur. Vous avez du mal à le regarder dans les yeux. On rentre dans le débat. Est-ce que vous voulez toujours supprimer l'âge d'annulation de la décote à 67 ans? Non, on l'a jamais voulu, mais... Si, c'est ce sur quoi vous étiez en train de vous mettre d'accord, Madame Le Pen et Monsieur Bardella, sur les retraites. Est-ce que vous êtes pour le retour à l'âge de départ de la presse? Mais si vous voulez, on va la mettre sur les réseaux sociaux et puis vous pourrez la vérifier. La prochaine fois qu'il y aura des informations de la presse sur les Insoumis, Monsieur Bompard dira qu'elles sont toutes vraies et toutes certaines. Absolument pas. Et ça va changer beaucoup de choses dans la perception des choses. Vous prenez un engagement là, mais c'est très intéressant si vous éclaircissez ce point-là. Vous prenez donc l'engagement que vous n'êtes pas pour supprimer l'âge d'annulation de la décote à 67 ans. Absolument, monsieur Bompard. Très bien. Tout le monde l'aura noté. Et puis on regardera dans le programme du Rassemblement national s'il y aura. Absolument pas, monsieur Tanguy. Pourquoi vous ne regardez pas dans les yeux? Mais parce que j'essaye de regarder la caméra qui est en face, parce que moi, vous savez, je suis venu. Vous débattez avec la caméra. Ah non, mais moi, j'ai pas prévu de venir. Moi, j'ai pas prévu de venir débattre avec vous. J'ai prévu de répondre à des questions. J'ai beaucoup de mal à trouver des gens pour débattre avec moi. J'ai prévu de répondre à des questions. Et madame vient de vous faire rentrer sur le plateau sans nous avoir prévenu à l'avance pour organiser un débat. Maintenant, si vous voulez qu'on débatte, monsieur Tanguy, est-ce que vous allez voter
Oui, merci. Le rétablissement de la flat. Vous êtes pour supprimer la flat tax ou pas? Merci Vous êtes pour taxer les Manuel super profits ou vous n'êtes pas Bompard. pour taxer les Les super profits? surprofits, oui, vous le savez très bien. Merci Alors beaucoup, pourquoi vous n'avez pas voté Manuel pour la taxe Bompard. sucre Est-ce que à vous avez un l'Assemblée dernier Et voilà comment une interview se transforme soudainement en confrontation improvisée. Après avoir tenté de protéger Marine Le Pen, de brandir les sondages et de contester Manuel Bompard sur le terrain juridique, le plateau fait entrer sans prévenir Jean-Philippe Tanguy, député du Rassemblement national. Mais cette tentative de déstabilisation se retourne immédiatement contre eux. Bompard l'interroge directement sur les retraites, la fiscalité du capital et la taxation des superprofits. Il rappelle surtout les votes réels du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, bien loin de son discours prétendument social. C'est là toute la différence. Le Rassemblement national promet beaucoup devant les caméras. Mais lorsqu'il faut voter pour taxer les plus riches ou défendre les travailleurs, ses positions deviennent soudain beaucoup moins claires. Et malgré les interruptions, les provocations et cette confrontation organisée au dernier moment, Manuel Bompard reste parfaitement calme. Lorsque la présentatrice lui demande de se calmer, sa réponse résume toute la séquence. Il était calme depuis le début. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet échange. Abonnez-vous à Moi je râle et laissez un pouce bleu pour soutenir la chaîne et ne manquez aucune prochaine intervention de Manuel Bompard.